En 1821, dans les registres d'une plantation près de la Nouvelle-Orléans, une seule ligne fut effacée avec tant de violence que le papier porta la marque du geste pendant des décennies. Cette ligne concernait 2 enfants nés le même jour, de la même mère, dans la même case d'esclaves. 2 frères jumeaux, l'un noir comme l'ébène, l'autre blanc comme la craie. Ce que personne ne pouvait expliquer, ce que la science refusait d'admettre, devint l'obsession qui détruisit une famille entière et transforma 2 enfants innocents en instruments d'une vengeance que nul n'avait anticipée. L'encre utilisée pour cette oblitération était si épaisse qu'on pouvait encore sentir, des années plus tard, la texture surélevée sous les doigts, comme si quelqu'un avait voulu non seulement effacer ces noms, mais les enterrer dans le papier lui-même. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de commenter de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous aide à continuer de déterrer ces histoires oubliées par l'histoire officielle. La Louisiane de 1821 appartenait encore aux États-Unis depuis à peine 18 années. L'achat de ce territoire immense par le président Jefferson avait transformé la région. Mais la culture française et espagnole imprégnait toujours chaque recoin de la Nouvelle-Orléans et de ses environs. Dans les rues pavées de la ville, on entendait autant le français que l'anglais, parfois mêlé au créole que parlaient les gens de couleur libre. Les plantations de coton et de canne à sucre s'étendaient le long du Mississippi, comme des cicatrices blanches sur la terre rouge. Chacune un petit royaume gouverné par des règles que seul le maître connaissait vraiment. La plantation Bellechasse se situait à environ 2 heures de navigation depuis le port de la Nouvelle-Orléans, suffisamment éloigné pour que les cris ne portent pas jusqu'à la ville, suffisamment proche pour que les rumeurs circulent quand même. Le chemin pour y accéder serpentait à travers des cyprès couverts de mousse espagnole qui pendaient comme des linceuls gris. L'air y était perpétuellement humide, chargé du parfum entêtant de magnolia et de la senteur plus sombre de la terre gorgée d'eau. Propriété de la famille Lavergne depuis 3 générations, elle comptait parmi les exploitations les plus prospères de la région. 160 arpents de coton, 50 esclaves, une maison principale qui rivalisait en splendeur avec les demeures du vieux carré. Les colonnes blanches de la façade pouvaient être aperçues depuis le fleuve, symbole visible de richesse et de pouvoir. Édouard Lavergne avait hérité de cette richesse à l'âge de 28 ans, après que son père eut succombé à la fièvre jaune lors de l'épidémie de 1817. Cette maladie avait décimé près d'1 tiers de la population de la Nouvelle-Orléans cette année-là, ne distinguant pas entre riches et pauvres, blancs et noirs. Jeune, ambitieux, éduqué en France pendant sa jeunesse, il avait rapporté d'Europe une fascination pour les sciences naturelles et une épouse, Margot Deschamps, fille d'un marchand bordelais ruiné qui avait vu dans ce mariage une échappatoire à la pauvreté. Elle avait quitté Bordeaux avec l'espoir d'une vie nouvelle, emportant avec elle des rêves de grandeur qui se flétriraient rapidement sous le soleil impitoyable de la Louisiane. Margot était arrivée en Louisiane avec des malles remplis de robes parisiennes et un ventre qui refusait obstinément de porter la vie. 4 années de mariage, 3 fausses couches et le regard de son époux qui se détournait progressivement d'elle. Dans cette société où une femme sans enfant n'était qu'une demi-femme, Margot sentait son statut s'effriter comme du sucre sous la pluie. Elle passait ses journées à errer dans les grandes pièces vides de la maison principale, ses pas résonnant sur les planchers de bois cirés, regardant par les fenêtres les champs où travaillaient des femmes esclaves qui, elles, portaient des enfants avec une facilité cruelle. Cette ironie ne lui échappait pas et la rongeait de l'intérieur comme un poison lent. Les cases des esclaves formaient 2 rangées parallèles à 100 mètres de la maison principale, assez loin pour l'illusion de la distance, assez près pour la surveillance constante. Chaque case abritait une famille, si l'on pouvait appeler famille ces assemblages fragiles que le maître pouvait défaire d'un trait de plume lors d'une vente. Les structures en bois blanchies par le soleil et usées par l'humidité constante abritaient des vies entières comprimées dans des espaces à peine plus grands qu'un placard européen. Pourtant, c'était dans ces espaces exigus
connaissait les véritables histoires de Bellechasse, celles que les livres d'histoire n'écriraient jamais. Marie-Céleste vivait dans la 3e case de la rangée ouest avec son compagnon, Thomas, un homme taillé dans le granit qui travaillait au champ depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Son dos portait les marques de fouets anciens, souvenir d'une plantation précédente dont il ne parlait jamais. Elle-même travaillait à la maison principale, s'occupant du linge de la cuisine, parfois servant à table quand les Lavergne recevaient. C'était une position privilégiée parmi les esclaves, et elle le savait. Elle avait appris à marcher sans bruit, ses pieds nus glissant sur les planchers comme des ombres, à baisser les yeux au bon moment, à devenir invisible quand nécessaire. Cette invisibilité était une forme de protection, un bouclier contre l'attention qui pouvait si facilement se transformer en danger. Elle avait aussi appris, au fil des mois qui avaient suivi l'arrivée de Margot, que la maîtresse pleurait souvent seule dans sa chambre, que le maître passait de plus en plus de temps dans son cabinet à étudier des livres de médecine et d'anatomie rapportés d'Europe, que le silence entre les époux était devenu plus lourd que n'importe quelle conversation. Marie-Céleste avait développé une compréhension intime des rythmes de la maison, des tensions qui la traversaient comme des courants invisibles. Elle savait quand il valait mieux éviter le maître, quand la maîtresse avait besoin d'une présence silencieuse, quand le danger rôdait dans les couloirs sombres. L'été de 1820 apporta une chaleur suffocante qui transformait l'air en sirope épais. Les champs ondulaient sous la canicule, et dans la case de Marie-Céleste, quelque chose grandissait qui allait bientôt tout changer. La chaleur rendait le travail insupportable, même pour ceux habitués aux étés louisianais. Les esclaves tombaient parfois d'épuisement dans les rangées de coton, leur peau brûlée par un soleil qui ne semblait jamais vouloir se coucher. Elle avait remarqué les regards d'Édouard plusieurs mois auparavant. D'abord furtif, presque embarrassé, puis insistant, chargé d'une intention qu'elle n'osait pas nommer. Un soir de mars, alors qu'elle rangeait la bibliothèque dans la lumière déclinante du crépuscule, il était entré, avait fermé la porte derrière lui avec un bruit sec qui avait résonné comme un verdict. Ce qui s'était passé ensuite, Marie-Céleste l'avait enterré profondément en elle, comme on enterre un cadavre qu'on espère ne jamais revoir remonter à la surface. Elle avait appris depuis longtemps que certaines douleurs ne pouvaient être exprimées, seulement endurées et enfouies dans les recoins les plus sombres de l'âme. Quand son ventre avait commencé à s'arrondir 3 mois plus tard, Thomas avait souri, son visage dur s'adoucissant d'une manière que Marie-Céleste n'avait vue que rarement. Son premier enfant, leur premier enfant. Il caressait doucement le ventre de Marie-Céleste chaque soir, parlait au bébé qu'il imaginait déjà courant entre les cases, un fils qui porterait son nom, qui apprendrait de ses mains. Dans ces moments, Thomas redevenait l'homme qu'il avait peut-être été avant que l'esclavage ne taille sa tendresse avec le ciseau de la survie. Mais Marie-Céleste ne dormait plus. Elle comptait les semaines, calculait les dates, priait un Dieu qu'elle ne croyait pas vraiment pour que l'enfant ressemble à Thomas, car elle savait. Elle avait toujours su. L'enfant dans son ventre portait le sang du maître. Les nuits étaient remplies de cauchemars où elle accouchait de créatures impossibles, de choses que la nature ne devrait pas permettre. Elle se réveillait en sueur, la main sur son ventre arrondi, sentant les mouvements à l'intérieur et se demandant quel visage porterait cet enfant quand il verrait enfin la lumière du jour. Le 23 janvier 1821, alors qu'un froid inhabituel glaçait la Louisiane, apportant même une fine couche de givre sur les feuilles de magnolia, Marie-Céleste sentit les premières contractions. La douleur la plia en deux alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine de la maison principale. Margot, qui passait par là, vit son visage se décomposer et comprit immédiatement. « Va dans ta case », lui dit-elle doucement. « Je vais envoyer chercher Esther, la sage-femme de la plantation, une vieille femme nommée Esther, qui avait aidé à mettre au monde la moitié des esclaves de Bellechasse et enterrer l'autre moitié, s'installa près d'elle avec des linges propres et de l'eau chaude. Ses mains ridées avaient la confiance de l'expérience, et sa voix basse murmurait des encouragements que Marie-Céleste entendait à peine à travers le brouillard de douleur.
Esther avait vu naître des générations, avait été témoin de joie et de tragédies innombrables dans ces cases, et ses yeux portaient le poids de tous ses souvenirs. Thomas attendait dehors, marchant de long en large malgré le froid qui mordait sa peau nue, les mains tremblantes d'anticipation. D'autres esclaves s'étaient rassemblés autour de la case, formant un cercle silencieux de soutien. C'était ainsi qu'on faisait les choses dans les cases, on portait ensemble les fardeaux, on partageait ensemble les joies rares. Le premier cri déchira la nuit vers 3 heures du matin, perçant le silence glacé comme une lame. Un garçon, annonça Esther en enveloppant le nouveau-né dans un linge doux, fort, en bonne santé, avec des poumons qui promettaient de faire entendre sa voix. Mais son visage, quand elle présenta l'enfant à Marie-Céleste, portait une expression étrange, une hésitation qui ne lui ressemblait pas. Le bébé était noir, parfaitement noir, avec les traits puissants de Thomas, son front large et son nez fort déjà visible sur ce visage minuscule. Marie-Céleste sentit un soulagement immense l'envahir, une vague qui emporta momentanément la douleur. Le sang du maître n'avait pas marqué son enfant. Dieu avait peut-être écouté après tout. Elle ferma les yeux, remerciant silencieusement toutes les forces qu'elle ne croyait pas vraiment, s'autorisant un instant de paix dans ce monde qui en offrait si peu. Puis vinrent les secondes contractions. Esther se figea, ses mains encore couvertes du sang de la première naissance s'immobilisant dans l'air. « Il y en a un autre », murmura-t-elle, et dans sa voix tremblait quelque chose qui ressemblait à de la peur, une émotion que Marie-Céleste n'avait jamais entendue chez cette femme qui avait tout vu. « Marie-Céleste, tu portais des jumeaux. » La douleur revint, plus forte encore, comme si le second enfant refusait de quitter le seul refuge qu'il connaîtrait peut-être jamais. Marie-Céleste cria, ses ongles s'enfonçant dans les draps grossiers, son corps se tordant avec l'effort de cette seconde naissance qu'elle n'avait pas anticipée. Le second enfant naquit 20 minutes plus tard, dans un silence pesant qui contrastait avec les cris du premier. Un autre garçon, mais celui-ci était différent. Sa peau était d'une blancheur presque translucide, comme si la lumière passait à travers plutôt que de s'y refléter. Ses cheveux, ce duvet fin qui couvrait son crâne, étaient d'un blanc qui tirait sur le jaune pâle, presque doré dans la lueur des bougies. Ses yeux, quand il les ouvrit pour la première fois, étaient d'un bleu si clair qu'il semblait presque dépourvu de couleur, presque transparent, comme 2 fenêtres ouvertes sur quelque chose que personne ne devrait voir. Le silence qui tomba dans la case fut plus profond que la nuit elle-même. Même le premier bébé cessa de pleurer, comme s'il lui aussi sentait que quelque chose d'impossible venait de se produire. « Jésus-Marie » souffla Esther en reculant comme si l'enfant la brûlait, ses mains tremblant visiblement pour la première fois depuis que Marie-Céleste la connaissait. « Jésus-Marie-Joseph, qu'est-ce que c'est que ça ?» Marie-Céleste regardait fixement les 2 bébés, maintenant côte à côte sur le lit. 2 fils, 2 jumeaux. L'un noir comme le charbon, l'autre blanc comme le lait. Impossible, incompréhensible. Terrifiante évidence de ce qui s'était passé dans la bibliothèque 9 mois auparavant. Le contraste entre eux était si saisissant qu'il en devenait presque obscène, une accusation visible que personne ne pourrait ignorer. « Thomas ne doit pas voir celui-ci », dit-elle soudainement, sa voix coupante comme une lame retrouvant sa force dans l'urgence. « Pas maintenant. Pas comme ça. » Mais il était trop tard. La porte s'ouvrit brusquement et Thomas entra, le sourire aux lèvres, incapable d'attendre plus longtemps pour voir son enfant. Il regarda le premier enfant, son sourire s'élargissant avec une fierté évidente. Puis ses yeux se posèrent sur le second. Son sourire se figea, puis s'effondra comme une maison de cartes dans un ouragan. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, et dans sa voix grondait quelque chose de dangereux, une rage qui cherchait une cible, une trahison qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il sentait déjà. Marie-Céleste ne répondit pas. Comment aurait-elle pu expliquer l'inexplicable? Comment aurait-elle pu mettre des mots sur ce qui n'avait pas de nom? « C'est pas mon fils, celui-là », dit Thomas en pointant l'enfant blanc,
son doigt tremblant de colère et de confusion. « C'est pas mon sang. C'est impossible. Ce sont des jumeaux, Thomas, » répondit Marie-Céleste d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui tremblait malgré elle. Nés du même ventre, à 21 minutes d'écart. Les jumeaux se ressemblent, ça c'est pas naturel. C'est une malédiction, un démon, une punition. Sa voix montait, remplissant la petite case, attirant l'attention des autres esclaves qui attendaient dehors. Esther intervint doucement, posant une main sur le bras de Thomas. « J'ai entendu parler de ça, Thomas. Dans ma jeunesse, j'ai vu un enfant comme celui-ci. Des fois, la nature fait des choses étranges. Des enfants qui naissent sans couleur, même de parents noirs. On appelle ça des albinos. C'est rare, mais ça arrive. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas un démon. C'est juste quelque chose que Dieu permet parfois, pour des raisons que nous ne comprenons pas. » Thomas secoua la tête avec violence, reculant vers la porte comme si la proximité de l'enfant blanc pouvait le contaminer. « Je veux rien savoir de cette créature. Le noir, c'est mon fils, je le reconnaîtrai. L'autre, c'est une erreur de Dieu, une aberration. Je l'élèverai pas. Je le toucherai pas. » Il sortit dans la nuit glaciale, laissant Marie-Céleste seule avec ses 2 enfants et le secret qui menaçait déjà de tout détruire. Les autres esclaves qui attendirent dehors échangèrent des regards chargés de superstition et de peur. Les murmures commencèrent immédiatement, se répandant de case en case comme un feu dans du coton sec. La nouvelle de la naissance se répandit dans les cases comme une traînée de poudre. Au lever du jour, tous les esclaves de Bellechasse savaient qu'il était né 2 jumeaux, l'un noir, l'autre blanc comme un fantôme. Les superstitions s'enflammèrent avec une intensité qui surprit même les plus rationnels. Certains disaient que c'était un signe de malchance, que la plantation serait frappée par le malheur, que les récoltes allaient pourrir dans les champs. D'autres murmuraient que l'enfant blanc était une punition divine pour quelque péché caché, peut-être celui du maître lui-même. Les plus âgés se rappelaient des légendes africaines oubliées, parlaient d'esprits qui prenaient forme humaine, d'enfants nés entre 2 mondes. L'atmosphère dans les cases devint lourde, chargée d'une tension presque palpable. Dans la maison principale, Édouard Lavergne apprit la nouvelle par son contremaître, un homme rude nommé Dupuis qui gérait les esclaves avec une efficacité brutale, héritée de 20 ans passés dans les plantations. Dupuis avait vu beaucoup de choses dans sa vie, des choses qui auraient brisé des hommes plus faibles. Mais même lui semblait déstabilisé ce matin-là. « Des jumeaux, monsieur », dit-il en se tenant près du bureau d'Édouard, son chapeau dans les mains. « Mais il y a quelque chose de bizarre avec l'un d'eux. » Édouard leva les yeux de ses livres de comptes, impatient d'être dérangé pour des affaires d'esclaves. « Bizarre comment ? » ?»« Blanc, monsieur, complètement blanc. Cheveux blancs, peau blanche, yeux clairs comme du verre, né de 2 nègres. » Dupuis marqua une pause puis ajouta « Les esclaves sont agités. Ils parlent de malédiction, de mauvais présages. Il faudrait peut-être séparer cet enfant des autres pour calmer les esprits. » Le sang d'Édouard se glaça dans ses veines. Il connaissait les dates. Il savait compter. Les 9 mois depuis cette soirée dans la bibliothèque. « Je veux voir ces enfants, » dit-il d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui tremblait légèrement, trahissant une anxiété qu'il ne pouvait contrôler. 1 heure plus tard, après avoir composé son visage dans le miroir de son cabinet, il se tenait dans la case de Marie-Céleste, regardant les 2 nouveau-nés emmaillotés côte à côte dans un berceau rudimentaire que Thomas avait construit des années auparavant en prévision d'une famille. Le contraste était saisissant, presque obscène dans sa clarté. L'enfant noir dormait paisiblement, ses petits poings serrés contre sa poitrine. Parfaite image d'innocence. L'autre gardait les yeux ouverts, ses yeux étranges, qui semblaient regarder à travers Édouard plutôt que vers lui, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Marie-Céleste gardait la tête baissée selon les règles établies, attendant, ses mains croisées devant elle, tremblant imperceptiblement. Elle savait qu'il savait. Cette connaissance flottait entre eux comme une chose vivante, palpable, menaçante. « Comment est-ce possible ?» demanda Édouard, et dans sa question résonnait moins l'interrogation que la peur,
une peur primordiale de ce qui ne peut être expliqué, de ce qui défie l'ordre naturel. « Je ne sais pas, maître », répondit Marie-Céleste, utilisant le titre avec un poids particulier. « C'est la volonté de Dieu, ou peut-être sa punition. »« La volonté de Dieu », répéta-t-il amèrement, goûtant les mots comme du vinaigre. Il savait ce que diraient les gens. Il savait ce que penserait Margot si elle voyait cet enfant qui portait peut-être ses traits, dissimulés sous cette blancheur fantomatique. Les rumeurs se répandraient comme un feu de forêt, consumant sa réputation, détruisant le respect qu'il avait si soigneusement construit. Il sortit rapidement, l'esprit en tumulte. Il fallait que personne ne voie ses enfants. Il fallait que cette anomalie reste cachée, enterrée comme un secret honteux. En marchant vers la maison principale, il élaborait déjà des plans, des stratégies pour contenir cette situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais les secrets, en Louisiane, étaient comme les racines des cyprès, impossibles à contenir, toujours prêts à remonter à la surface, à percer l'illusion d'ordre qu'on essayait si désespérément de maintenir. Ce soir-là, Édouard se rendit dans la bibliothèque, fermant la porte derrière lui avec soin. Il ouvrit un traité de médecine qu'il avait acquis à Paris, un volume relié en cuir qui sentait encore le moisi des librairies du quartier latin. Il cherchait une explication, n'importe quelle explication qui pourrait donner du sens à ce qu'il avait vu, qui pourrait transformer l'impossible en compréhensible. Les pages parlaient d'anomalies congénitales, de malformations, de dégénérescence raciale. Un passage retint son attention, souligné maintenant par son doigt tremblant. Des cas documentés d'enfants nés sans pigmentation, même de parents à la peau foncée. Des aberrations de la nature, écrivait l'auteur avec l'assurance froide de la science, qui méritait d'être étudiée pour comprendre les mécanismes de l'hérédité et les mystères de la transmission des caractères raciaux. Une idée germa dans l'esprit d'Édouard. Une idée terrible et fascinante à la fois, qui pourrait transformer ce désastre potentiel en opportunité. Si ces enfants étaient vraiment une anomalie scientifique, leur étude pourrait apporter prestige et reconnaissance. Cela pourrait même détourner l'attention de questions plus embarrassantes sur leur paternité réelle. 3 jours après la naissance, Margot apprit l'existence des jumeaux. Elle avait entendu les domestiques chuchoter, avait surpris des regards échangés, et finalement avait confronté son mari. Il paraît qu'une de tes esclaves a accouché de jumeaux. L'un d'eux est blanc. Édouard leva les yeux de ses livres. Les domestiques parlent trop. Alors c'est vrai, c'est une anomalie médicale, un albinos. Cela arrive parfois. Margot s'approcha du bureau, ses mains tremblantes. Je veux voir ces enfants. Pourquoi voudrais-tu voir les enfants d'une esclave? Parce que depuis 4 ans, je n'arrive pas à porter ton enfant au-delà de quelques mois, et voilà qu'une négresse accouche de jumeaux dont l'un est blanc. Tu ne trouves pas cela curieux? Le silence qui suivit fut chargé de non-dits. Édouard referma son livre lentement. Que suggères-tu exactement? Je ne suggère rien, mais je veux voir ces enfants. Le lendemain matin, Margot se rendit aux cases des esclaves pour la première fois depuis son arrivée en Louisiane. Marie-Céleste, prévenue de sa venue, avait nettoyé la case du mieux qu'elle pouvait. Les 2 bébés dormaient dans un berceau de fortune. Margot entra, son mouchoir parfumé pressé contre son nez pour se protéger de l'odeur de pauvreté. Elle s'approcha du berceau et regarda. L'enfant noir ne retint pas son attention. Mais l'autre la fit frissonner. Il avait les yeux ouverts, ses yeux d'un bleu presque transparent, et il la regardait avec une intensité qui ne devrait pas appartenir à un nouveau-né. « Comment les as-tu appelés ?» demanda Margot sans quitter l'enfant blanc du regard. « Le noir, c'est Jacques. Le blanc, c'est Baptiste, » répondit Marie-Céleste d'une voix neutre. « Baptiste, » répéta Margot. « Un nom de baptême, approprié pour quelque chose d'aussi inhabituel. » Elle tendit la main, hésita, puis caressa doucement la joue de Baptiste. La peau était incroyablement douce, presque translucide. On voyait les veines bleues dessous. Margot se redressa brusquement et fixa Marie-Céleste.
Je sais ce que tu penses. Je vois dans tes yeux que tu crois que mon mari est le père de cet enfant. Marie-Céleste baissa immédiatement les yeux. Je ne pense rien, madame. Bien sûr que si. Et peut-être as-tu raison. Peut-être que Dieu, dans sa cruauté infinie, a décidé de donner à une esclave ce qu'il me refuse à moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air chargé de la case. Puis Margot ajouta, plus doucement, « Mais je peux faire en sorte que ces enfants soient protégés, que personne ne leur fasse de mal. En échange de quoi, madame? En échange de ton silence absolu sur qui est vraiment le père, en échange de ta loyauté. Et en échange... » Elle s'interrompit, puis reprit d'une voix tremblante. En échange de me laisser prétendre, quand je les regarderai, qu'ils auraient pu être miens. Marie-Céleste releva lentement les yeux. Dans le regard de Margot, elle ne vit pas de la colère, mais quelque chose de bien plus déchirant. Un désespoir sans fond, le chagrin d'une femme qui savait qu'elle ne porterait jamais d'enfant. « Je vous promets mon silence, madame, » dit Marie-Céleste. « Et vous pouvez les regarder autant que vous le souhaitez. » Un pacte venait d'être scellé. Un pacte étrange, né de la douleur de deux femmes que tout opposait, mais que la même cruauté avait liées. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter ce que vous pensez qu'il va arriver à ces enfants. 6 mois passèrent. Jacques et Baptiste grandissaient, et leur différence devenait chaque jour plus frappante. Jacques était un bébé robuste, avec les traits puissants de Thomas. Baptiste restait fragile, sa peau si pâle qu'elle semblait presque lumineuse dans l'obscurité de la case. Il pleurait souvent, comme si la lumière du jour lui causait une douleur constante. Thomas avait fini par accepter l'enfant blanc, mais avec réticence. Il s'occupait de Jacques avec une fierté évidente, mais évitait de regarder Baptiste. Cette division invisible entre les deux frères aurait pu devenir un gouffre, mais Marie-Céleste veillait. Elle forçait Thomas à tenir Baptiste, à le nourrir, à reconnaître que cet enfant aussi était né de son foyer. Margot venait souvent aux cases, toujours sous le prétexte d'inspecter le travail des domestiques. Mais chacun savait qu'elle venait pour voir les jumeaux. Elle apportait parfois du lait supplémentaire, des couvertures plus douces. Les autres esclaves commencèrent à murmurer que ces enfants étaient protégés par la maîtresse elle-même. Édouard, quant à lui, observait de loin. Il étudiait les enfants avec un intérêt qui n'avait rien de paternel. C'était le regard d'un naturaliste devant un spécimen rare. En août 1821, un visiteur arriva à Bellechasse. Le docteur Henri Froissart venait de débarquer à la Nouvelle-Orléans après 8 années passées à Paris, où il avait étudié la médecine et l'anatomie comparée. Fils d'un planteur voisin, il revenait en Louisiane avec l'intention d'y établir une pratique médicale et de poursuivre ses recherches sur ce qu'il appelait les variations raciales de l'espèce humaine. Édouard l'avait invité à dîner, heureux de pouvoir converser avec quelqu'un qui partageait son intérêt pour les sciences. Au dessert, autour d'un cognac, Édouard mentionna presque négligemment l'existence des jumeaux. Des jumeaux, de parents noirs, l'un noir, l'autre albinos. Les yeux de Froissart s'illuminèrent d'un intérêt presque fébrile. C'est extraordinaire, absolument extraordinaire. J'ai lu des descriptions de tels cas dans les traités européens, mais je n'en ai jamais vu de mes propres yeux. Tu voudrais les examiner » demanda Édouard. « Les examiner, mon cher Édouard. Je voudrais les étudier, documenter leur développement, comprendre ce phénomène. Penses-tu ce que cela pourrait signifier pour notre compréhension de l'hérédité, de la transmission des caractères raciaux? Qu'est-ce que tu proposes exactement ?» Froissart se pencha en avant, sa voix baissant comme s'il partageait un secret précieux. « Laisse-moi établir mon cabinet médical ici, à Bellechasse. Je m'occuperai de la santé de tes esclaves gratuitement, en échange de la possibilité d'étudier ces jumeaux. Je documenterai leur croissance, leurs différences physiologiques, leur capacité mentale. Imagine la contribution que nous pourrions faire à la science. » Édouard réfléchit. L'offre était tentante. Un médecin résidant sur sa plantation apporterait du prestige et réduirait les pertes d'esclaves dues aux maladies. Et si Froissart parvenait à expliquer scientifiquement l'existence de Baptiste, cela pourrait dissiper certaines rumeurs inconfortables.
D'accord, dit-il finalement. Mais discrètement, je ne veux pas que mes esclaves deviennent un spectacle. Naturellement, ce sera strictement dans un cadre scientifique. Le lendemain, Froissart rencontra les jumeaux pour la première fois. Ils avaient maintenant 7 mois, commençaient à ramper, à babiller. Jacques était déjà plus grand et plus fort que Baptiste, qui restait menu et délicat. Froissart les examina longuement, prenant des notes détaillées dans un cahier en cuir. Il mesura leur crâne avec un compas, observa la texture de leurs cheveux, examina leurs yeux, leur peau, leurs mains. Marie-Céleste assistait à l'examen, son visage un masque d'indifférence, mais ses mains serrées trahissaient sa tension. « Fascinant », murmurait Froissart en écrivant. Le crâne de l'enfant noir présente les caractéristiques typiques de sa race. Mais celui-ci, il toucha doucement la tête de Baptiste. Celui-ci présente des anomalies. La forme est différente. Les proportions ne correspondent pas aux classifications standards. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Marie-Céleste malgré elle. Froissart leva les yeux vers elle, surpris qu'une esclave ose lui parler. « Cela signifie, ma fille, que ton enfant blanc est une énigme que la science doit résoudre. » Une énigme. Baptiste était devenu une énigme à résoudre plutôt qu'un enfant à aimer. Les années passèrent, et avec elles, l'obsession de Froissart grandit. Il avait établi son cabinet dans une dépendance de la maison principale, transformée en laboratoire médical. Les esclaves de Bellechasse apprirent à redouter ces examens de santé qui ressemblaient plus à des expérimentations qu'à des soins. Jacques et Baptiste devinrent le centre de son attention. Chaque mois, il les convoquait pour des mesures de plus en plus détaillées. Il documentait leur croissance avec une précision maniaque, remplissant des cahiers entiers de données, de croquis, de théories. À 4 ans, les différences entre les jumeaux étaient frappantes. Jacques était un enfant robuste et joyeux, qui jouait avec les autres enfants d'esclaves, courait pieds nus dans la boue, apprenait déjà à aider aux petites tâches de la plantation. Baptiste, en revanche, restait fragile. Le soleil de Louisiane lui causait des brûlures douloureuses, forçant Marie-Céleste à le garder à l'ombre pendant les heures les plus chaudes. Ses yeux étaient sensibles à la lumière vive, le faisant plisser et pleurer quand il devait sortir en plein jour. Mais ce que Baptiste perdait en robustesse physique, il le compensait en acuité mentale. À 3 ans, il parlait avec une clarté qui étonnait tous ceux qui l'entendaient. À 4 ans, il avait appris à compter en observant Margot faire ses comptes domestiques. À 5 ans, il pouvait réciter par cœur des passages entiers de conversations qu'il avait entendues des semaines auparavant. Froissart était fasciné par cette intelligence précoce. « Vois-tu, Édouard ?» expliquait-il lors de leurs discussions nocturnes. « Ceci confirme mes théories. L'enfant blanc, bien que physiquement déficient, présente des capacités mentales supérieures. C'est la preuve que même dilué par le sang noir, le sang blanc conserve sa supériorité intellectuelle. » Édouard écoutait ces théories avec un malaise croissant. Il voyait Baptiste, cet enfant qui portait peut-être son sang, réduit à un spécimen, un argument dans un débat scientifique. Mais il ne disait rien. Parce que dire quelque chose aurait signifié admettre une vérité qu'il refusait de reconnaître. À 6 ans, Froissart décida d'intensifier ses études. Il commença à séparer les jumeaux pendant ses examens, voulant observer comment ils réagissaient l'un sans l'autre. Jacques détestait ces séparations. Il pleurait, criait, essayait de s'échapper pour retrouver son frère. Baptiste, lui, restait calme en apparence, mais Marie-Céleste voyait ses petites mains trembler, voyait ses yeux qui cherchaient constamment Jacques. Ils sont connectés d'une manière qui dépasse la simple fraternité, notait Froissart dans ses cahiers. Séparer ses jumeaux provoque une détresse mesurable. Cela soulève des questions intéressantes sur la nature des liens gémellaires et leurs possibles bases physiologiques. Les examens devinrent de plus en plus intrusifs. Froissart commença à tester la résistance de leur peau à différentes températures, leur sensibilité à la douleur, leur capacité de mémorisation sous stress. Il justifiait ces expériences comme nécessaires pour comprendre les différences raciales. Marie-Céleste suppliait Margot d'intervenir.
Madame, s'il vous plaît, le docteur leur fait mal, je vois les marques sur leur corps. Baptiste fait des cauchemars. Jacques devient violent. Margot était déchirée. Elle aussi voyait les changements chez les enfants. Mais confronter Froissart signifierait confronter Édouard, et elle n'avait pas le pouvoir de s'opposer à son mari. « Je vais parler à Édouard », promettait-elle. Mais ses paroles tombaient dans l'oreille d'un sourd. À 7 ans, Baptiste fit une découverte qui allait tout changer. Un après-midi, alors que Froissart le gardait dans son cabinet pour des observations prolongées, l'enfant, laissé seul quelques minutes, se glissa derrière le bureau du médecin. Là, dans un tiroir entrouvert, il vit les cahiers, des dizaines de cahiers remplis de notes, de croquis, de théories. Baptiste ne savait pas lire couramment, mais il avait appris à reconnaître certains mots en observant Margot. Il ouvrit le cahier le plus récent et tourna lentement les pages. Les croquis le montraient lui et Jacques, leur corps disséqués en détails anatomiques. Les notes décrivaient leurs réactions à différents stimuli, leurs pleurs, leurs douleurs, tout documenté avec une froideur clinique. Puis il vit une page différente. Un plan. Un plan pour l'étape suivante des recherches. Froissart proposait des expériences plus poussées, tester les limites de la résistance physique, comparer les réactions aux substances chimiques. Et, en conclusion, une phrase qui glaça Baptiste jusqu'aux os. Si les sujets devaient ne pas survivre aux expériences, leur corps serait d'une valeur scientifique inestimable pour l'anatomie comparée. Baptiste referma le cahier, ses mains tremblantes. À 7 ans, il venait de comprendre que pour le docteur, lui et son frère n'étaient pas des enfants. Ils étaient des spécimens, des objets d'étude, et leur mort serait aussi précieuse que leur vie. Ce soir-là, quand les jumeaux furent de retour dans la case, Baptiste murmura à Jacques ce qu'il avait vu. Jacques, même à 7 ans, comprit l'essentiel. Ils étaient en danger. « On doit s'enfuir », dit Jacques. « Où » répondit Baptiste. « Regarde-moi. Je ne peux même pas courir au soleil sans brûler. Et ils nous rattraperaient. Non, Jacques, il faut être plus malin que ça. » « Comment » Baptiste ne répondit pas immédiatement. Mais dans ses yeux clairs, quelque chose s'était allumé. Quelque chose de froid et de calculateur que ne devrait pas porter un enfant de 7 ans. À 8 ans, les jumeaux avaient développé un langage secret, fait de regards, de gestes subtils, de codes que personne d'autre ne comprenait. Ils utilisaient ce langage pour communiquer sous les yeux de Froissart, pour se rassurer mutuellement pendant les examens, pour partager des informations. Baptiste avait appris à lire en secret, profitant des moments où Margot laissait des livres dans la maison principale. Marie-Céleste, qui nettoyait les pièces, oubliait parfois de refermer certains livres, permettant à son fils de dévorer les pages. Il lisait sur la médecine, sur les plantes, sur les poisons. Il absorbait tout avec une capacité de mémorisation qui aurait effrayé Froissart s'il en avait eu connaissance. Jacques, de son côté, était devenu un observateur attentif des habitudes de la plantation. Il savait quand Dupuis, le contremaître, faisait ses rondes. Il connaissait les horaires de chaque esclave, les moments où la surveillance se relâchait, les endroits où l'on pouvait se cacher. Froissart, inconscient de cette intelligence qui se développait sous ses yeux, continuait ses expériences. En 1829, il décida de présenter ses découvertes lors d'un symposium qu'il organiserait à Bellechasse. Il inviterait des médecins et des naturalistes de toute la région pour une démonstration de ses sujets d'études remarquables. « Imagine, disait-il à Édouard, la reconnaissance que cela apportera à Bellechasse. Nous serons à l'avant-garde de la science raciale. Tes jumeaux esclaves prouveront des théories que les savants européens ne font que supposer. » Édouard accepta, attiré par la promesse de prestige. Margot supplia son mari de reconsidérer, mais en vain. Les invitations furent envoyées. Le symposium était prévu pour octobre. Les jumeaux apprirent la nouvelle par Marie-Céleste, qui l'avait entendue pendant qu'elle servait le dîner. « Ils vont vous montrer comme des animaux dans une foire », leur dit-elle, les larmes aux yeux. « Non », dit Baptiste calmement. « Ils ne le feront pas. Baptiste, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es un enfant, un esclave. Tu n'as aucun pouvoir.
Baptiste regarda sa mère, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui la terrifia. « Je sais, maman, mais j'ai autre chose. »« Quoi ?» ?»« La connaissance et la patience. » Les semaines qui suivirent, Baptiste intensifia ses explorations secrètes du cabinet de Froissart. Il mémorisa l'emplacement de chaque flacon, de chaque instrument, de chaque note. Il observa comment Froissart préparait ses toniques, quelles substances il mélangeait, quelle dose il utilisait. Un jour, en fouillant dans les armoires les plus hautes, Baptiste trouva une série de flacons étiquetés en latin. Il reconnut certains mots grâce à ses lectures. Aconitum, digitalis, belladonna, des poisons. Des poisons que Froissart utilisait en doses infimes pour tester les réactions physiologiques, mais qui, en plus grande quantité, seraient mortelles. Baptiste commença à voler de minuscules quantités de chaque substance. Si peu que Froissart ne remarquerait jamais leur absence. Il les cachait dans un petit flacon qu'il gardait cousu dans l'ourlet de son pantalon. Jacques le regardait faire avec une admiration mêlée de peur. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?»« Ce qu'il faut, » répondit Baptiste. Un mois avant le symposium, Margot tomba gravement malade. Une fièvre violente qui la cloua au lit, la faisant délirer pendant des jours. Le médecin de la ville fut appelé et diagnostiqua une fièvre paludéenne. Elle survécut, mais resta faible pendant des semaines. Pendant sa convalescence, Margot fit appeler Marie-Céleste. « Je veux que tu saches, » lui dit-elle d'une voix tremblante, « que j'ai essayé de protéger tes fils. J'ai échoué, mais j'ai fait modifier mon testament. Si je meurs, une somme d'argent sera mise de côté pour acheter leur liberté quand ils atteindront l'âge de 21 ans. C'est tout ce que je peux faire. » Marie-Céleste prit la main frêle de Margot. « Vous avez fait plus que vous ne le pensez, madame. Vous leur avez montré qu'il existe encore de la bonté dans ce monde cruel. Mais la bonté, aussi sincère soit-elle, ne serait pas suffisante pour ce qui allait venir. » Octobre 1829 arriva avec une chaleur persistante inhabituelle pour la saison. Les invités de Froissart commencèrent à arriver à Bellechasse une semaine avant l'événement principal. Des médecins de la Nouvelle-Orléans, un naturaliste du Mississippi, même un professeur d'anatomie venu de Charleston, tous attirés par la promesse de voir les jumeaux impossibles. La maison principale fut transformée en un lieu d'exposition scientifique. Dans le grand salon, Froissart avait installé des tables couvertes de ses cahiers, de croquis anatomiques, de diagrammes montrant les mesures crâniennes comparées des deux enfants. Des spécimens préservés dans des bocaux de formol bordaient une étagère, des organes d'animaux utilisés pour illustrer ses théories sur les différences raciales. Les jumeaux furent préparés pour l'exposition comme des objets dans un musée. On leur fit porter des vêtements identiques, simples tuniques blanches qui exposaient leurs bras et leurs jambes pour que les invités puissent observer les différences de pigmentation. On leur interdit de parler, sauf si on leur posait directement une question. Baptiste et Jacques se tenaient côte à côte dans la case la veille du grand jour. « C'est demain, » dit Jacques, sa voix tremblante. « Ils vont nous montrer comme des monstres. »« Oui, » répondit Baptiste. « Mais ce sera aussi leur dernière occasion de le faire. Tu es sûr de ton plan ?» Baptiste sortit le petit flacon de sa cachette. Le liquide à l'intérieur était clair comme de l'eau, inodore. « J'en suis sûr. Et si ça ne marche pas, alors nous mourrons ensemble. Mais au moins, nous ne serons plus leurs spécimens. » Le jour du symposium se leva dans une brume épaisse qui enveloppait Bellechasse comme un linceul. 23 invités étaient au présent, tous des hommes de science ou des planteurs intéressés par les applications pratiques des théories raciales. La démonstration devait commencer à 14 heures. Les invités se rassemblèrent dans le grand salon, des verres de whisky à la main, bavardant de leur propre plantation, de la politique, du prix du coton. Froissart rayonnait, accueillant chacun avec l'enthousiasme d'un homme sur le point de recevoir la reconnaissance qu'il estimait méritée. À 13h30, Marie-Céleste et 2 autres esclaves servirent un repas léger, des huîtres fraîches, du pain, des fruits, accompagnés de vin français qu'Édouard avait fait monter de sa cave. Les invités mangèrent et burent, leur conversation devenant plus animée.
Personne ne remarqua Baptiste qui, sous prétexte d'aider sa mère, circulait entre les invités avec un pichet de vin pour remplir les verres. Personne ne vit ses mains habiles verser de minuscules quantités du liquide clair dans certains verres spécifiques. Le verre de Froissart, le verre d'Édouard, les verres de 3 autres médecins qui avaient montré le plus d'enthousiasme pour les expériences futures. Jacques, pendant ce temps, avait discrètement verrouillé les portes du salon de l'extérieur. Les fenêtres étaient déjà fermées contre la chaleur humide, les lourds rideaux tirés pour protéger les spécimens de la lumière directe. À 14 heures précises, Froissart se leva pour commencer sa présentation. « Messieurs, » commença-t-il, « nous sommes ici pour observer un phénomène qui défie les lois naturelles telles que nous les connaissons. Devant vous, 2 enfants, des jumeaux, nés de la même mère, du même père présumé, et pourtant, il fit un geste théâtral. Marie-Céleste fit entrer Jacques et Baptiste. Les invités se penchèrent en avant, fascinés par le contraste saisissant. Comme vous pouvez le voir, continua Froissart, l'un présente toutes les caractéristiques de la race nègre. L'autre, bien que né de parents noirs, est dépourvu de toute pigmentation. Mais ce qui est encore plus remarquable, il s'interrompit brusquement. Son visage avait soudain pâli. Il porta la main à sa gorge. « Docteur », demanda le professeur de Charleston. « Vous allez bien ?» Froissart essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. Quelque chose ne va pas. D'autres invités commencèrent à montrer des signes de malaise. L'un d'eux se leva précipitamment, mais ses jambes ne le portèrent pas. Il s'effondra sur le plancher. Un autre se mit à vomir violemment dans un vase décoratif. La panique s'empara du salon. Les invités se précipitèrent vers les portes pour découvrir qu'elles étaient enfermées. Ils tambourinèrent, crièrent, mais les épais murs de la maison étouffaient leur voix. Édouard, lui aussi affecté, regarda Baptiste avec une horreur grandissante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» réussit-il à articuler. Baptiste le regarda calmement, ses yeux clairs ne montrant aucune émotion. « Ce que vous alliez nous faire, nous transformer en spécimens. L'antidote, » gémit Froissart, effondré dans son fauteuil. « Il y a un antidote. Dans mon cabinet, la fiole bleue. » Baptiste hocha lentement la tête. « Je sais, c'est comme ça que j'ai su quelle dose utiliser. Je l'ai lu dans vos notes. Alors, donne-nous l'antidote. Après que vous ayez tous dit la vérité. » Jacques se tenait près de la porte, son dos contre le bois, ses yeux passant d'un invité à l'autre. Il était terrifié, mais déterminé. « Quelle vérité ?» haleta Édouard. « Vous savez quelle vérité ?» répondit Baptiste. « Celle que tout le monde ici refuse de dire. » Le silence qui suivit fut brisé seulement par les gémissements des hommes empoisonnés. Certains invités, ceux dont les verres n'avaient pas été touchés, restaient figés, horrifiés par ce qu'ils voyaient. « Dites-le », insista Baptiste, sa voix d'enfant de 8 ans prenant une autorité qui glaçait le sang. « Dites pourquoi je suis blanc. » Édouard ferma les yeux. Les spasmes secouaient son corps. « Parce que... » Sa voix était à peine audible. « Parce que je suis ton père. » Plus fort, que tout le monde entende. « Je suis ton père !» hurla Édouard, et dans ce cri se mêlaient la douleur physique et le poids de la confession. « Et dites ce que le docteur Froissart planifiait de nous faire. » Froissart secoua la tête, mais la douleur était insupportable. Des expériences. Pour tester les limites. Et si nous mourions pendant ces expériences? Vos corps auraient été disséqués pour la science. Baptiste se tourna vers les invités non affectés. Vous avez entendu, vous êtes témoins. 2 enfants allaient être torturés puis disséqués au nom de la science, pour prouver que certains hommes valent moins que d'autres. L'un des invités, un jeune médecin de la Nouvelle-Orléans, parla d'une voix tremblante. « Donne-leur l'antidote, mon garçon. Tu as prouvé ton point. Ne te transforme pas en meurtrier. » Baptiste le regarda longuement. « Un meurtrier? C'est ce que je deviens en me défendant. Mais eux, qu'étaient-ils en planifiant notre mort? L'antidote.
supplia Margot, qui avait réussi à descendre malgré sa faiblesse en entendant le tumulte. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte que Jacques avait finalement ouverte. « Baptiste, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Baptiste la regarda, et pour la première fois, son masque de calme se fissura. Des larmes coulèrent sur ses joues pâles. « Madame Margot, vous avez été bonne avec nous. Vous seule avez essayé de nous protéger. Alors protège-toi maintenant, en ne devenant pas comme eux. » Baptiste hésita. Jacques s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. « Elle a raison, Baptiste, nous avons gagné. Ils ont avoué devant témoins. Maintenant, donnons-leur l'antidote. » Lentement, Baptiste hocha la tête. « D'accord, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Margot. « Nous devons partir. Maman, Jacques et moi, cette nuit même, et personne ne doit essayer de nous retrouver. » Margot regarda Édouard, qui gisait sur le sol, son visage couleur de cendre. Elle regarda les autres hommes, certains déjà inconscients. Elle pensa à ce que ces hommes avaient planifié, à ce qu'ils avaient voulu faire à 2 enfants. « D'accord, » dit-elle fermement, « donne-leur l'antidote, et je vous aiderai à partir. » Baptiste sortit un second petit flacon de sa poche. Il l'avait préparé en suivant exactement les notes de Froissart. « Jacques, verse quelques gouttes dans leur bouche, tous ceux qui sont malades. » Jacques s'exécuta, passant d'un homme à l'autre. Lentement, très lentement, les symptômes commencèrent à s'atténuer. Les spasmes se calmèrent. La respiration devint plus régulière. Mais 2 hommes ne se relevèrent pas. Froissart et un autre médecin, celui qui avait le plus insisté pour des expériences plus poussées, étaient morts. Baptiste avait dosé leur poison plus fortement. La nuit tomba sur Bellechasse avec une rapidité inhabituelle, comme si le ciel lui-même voulait cacher ce qui s'était passé. Les invités survivants partirent précipitamment, jurant le silence sur les événements de la journée. Personne ne voulait être associé à cette histoire. 2 médecins étaient morts, empoisonnés par un enfant esclave de 8 ans. Comment expliquer cela sans admettre ce qui avait provoqué une telle vengeance? Margot tint parole. Elle fit préparer un chariot, y mit de la nourriture, de l'eau, des couvertures et de l'argent. Son propre argent, qu'elle gardait caché pour les urgences. Elle donna des vêtements de voyage à Marie-Céleste et aux jumeaux. « Vous devez partir vers l'ouest, » leur dit-elle. « Évitez les grandes routes. Il y a des communautés d'hommes libres dans le Texas mexicain. Vous pourriez y être en sécurité. »« Et vous, madame ?» demanda Marie-Céleste. « Qu'allez-vous devenir ?»« Je survivrai. J'ai toujours survécu. » Margot regarda Baptiste, puis Jacques. « Prenez soin de votre mère, et prenez soin l'un de l'autre. Le monde sera cruel avec vous. Baptiste, ta différence te marquera toujours. Jacques, tu seras jugé pour la couleur de ta peau. Mais ensemble, vous êtes plus forts que ce monde injuste. » Baptiste s'approcha de Margot et dans un geste qui la surprit, l'embrassa sur la joue. « Merci de nous avoir aimés quand personne d'autre ne le faisait. » Margot ferma les yeux pour retenir ses larmes. « Partez maintenant, avant que la nouvelle se répande. » Ils partirent dans l'obscurité, le chariot roulant doucement sur le chemin de terre. Thomas n'était pas avec eux. Il avait choisi de rester, terrifié par les conséquences de la fuite. « Je ne peux pas, » avait-il dit à Marie-Céleste. « Je ne peux pas vivre en fugitif, mais toi, emmène les enfants, donne-leur une chance. » C'était la dernière fois que Marie-Céleste voyait l'homme qu'elle avait appelé son compagnon. Dans la maison principale, Édouard reprenait lentement ses forces. La douleur physique s'estompait, mais une autre douleur, plus profonde, s'installait. Il avait failli mourir, empoisonné par son propre fils. Un fils qu'il n'avait jamais reconnu, qu'il avait traité comme un spécimen scientifique. Quand Dupuis lui demanda s'il fallait organiser une chasse pour retrouver les fugitifs, Édouard secoua la tête. « Non, laisse-les partir. Mais monsieur, ces 3 esclaves qui valent... »« Je sais ce qu'ils valent, » coupa Édouard. « Et je sais aussi ce que ça me coûterait de les retrouver. Laisse-les partir. » Ce que personne ne savait, c'est qu'Édouard avait pris une autre décision cette nuit-là. Il descendit dans le cabinet de Froissart, rassembla tous les cahiers, toutes les notes, tous les croquis.
Il les porta dans la cheminée du salon et les regarda brûler, page après page. Des années de recherche réduites en cendres. Puis il brûla également les registres de la plantation concernant la naissance des jumeaux. Officiellement, Jacques et Baptiste n'avaient jamais existé. Les semaines qui suivirent furent étranges à Bellechasse. Les esclaves parlaient à voix basse de ce qui s'était passé. Les versions variaient, certains disaient que les enfants blancs avaient été enlevés par des esprits vengeurs, d'autres que la maîtresse les avait aidés à s'échapper, d'autres encore que le maître lui-même les avait laissés partir par culpabilité. Margot tomba gravement malade à nouveau en novembre. Cette fois, elle ne se releva pas. Elle mourut le 15 décembre 1829, emportant avec elle les derniers détails de cette nuit terrible. Son testament fut exécuté, et une somme substantielle fut mise de côté selon ses instructions pour 2 bénéficiaires qui n'existaient officiellement pas. Édouard ne se remaria jamais. Il devint un homme taciturne, distant. Il vendit Bellechasse 3 ans plus tard et partit pour la France, où il mourut en 1838 dans l'anonymat. Quant à Marie-Céleste, Jacques et Baptiste, ils disparurent comme de la fumée. Les recherches effectuées par des historiens modernes n'ont trouvé aucune trace vérifiable de leur destination. Mais il existe des récits, des rumeurs, des histoires transmises oralement dans certaines communautés. Un document trouvé dans les archives d'une mission franciscaine au Texas mentionne, en date de 1832, l'arrivée d'une femme noire avec 2 fils, dont l'un souffrait d'une affliction de la peau qui le rendait blanc comme un fantôme. Le prêtre nota qu'il les avait aidés à obtenir des papiers d'hommes libres. Un journal de voyage d'un commerçant américain au Mexique, daté de 1836, décrit une rencontre avec 2 jeunes hommes remarquables, l'un noir, l'autre albinos, qui dirigeaient une petite exploitation agricole avec une efficacité impressionnante. Le commerçant nota que le plus clair des 2 parlait plusieurs langues et possédait des connaissances en médecine qui auraient fait honneur à un docteur européen. Plus troublant encore, des documents relatifs à une révolte d'esclaves avortés en Louisiane en 1842 mentionnent un mystérieux organisateur que personne n'avait jamais vu clairement, mais dont on disait qu'il était accompagné d'un homme fantôme qui pouvait passer pour blanc dans les villes et rejoindre les esclaves la nuit. La plantation Bellechasse existe toujours, transformée en musée historique. Les guides touristiques racontent l'histoire d'une famille prospère, de la culture du coton, des traditions créoles. Ils ne mentionnent jamais les jumeaux. Mais dans les archives locales, pour ceux qui savent tout chercher, on trouve des indices. Une ligne rayée dans un registre de naissance. Un testament avec des bénéficiaires fantômes. Un inventaire médical incomplet, comme si quelqu'un avait effacé une partie de l'histoire. Et parfois, tard dans la nuit, les employés du musée jurent entendre des voix d'enfants. 2 voix qui parlent dans un langage que personne ne comprend, riant ensemble comme seuls des frères peuvent rire. Marie-Céleste mourut en 1857, dans un petit village du nord du Mexique. Son acte de décès la décrit comme une femme libre, mère de 2 fils. Les témoins de sa mort racontèrent qu'elle avait passé ses derniers jours à sourire, murmurant sans cesse la même phrase. « Mes fils ont tenu leurs promesses. Mes fils ont tenu leurs promesses. » Quelle promesse? Nul ne le sait avec certitude. Mais dans certaines communautés afro-mexicaines, on raconte encore l'histoire de 2 frères, l'un noir comme la nuit, l'autre blanc comme la lune, qui avaient juré de se venger de ceux qui les avaient traités comme moins qu'humains. On dit qu'ils y sont parvenus, non par la violence, mais par l'intelligence et le courage. On dit aussi qu'ils ont vécu longtemps, protégeant d'autres fugitifs, aidant d'autres esclaves à trouver la liberté, utilisant leur apparence unique pour naviguer entre 2 mondes qui refusaient de les accepter. Sont-ils vraiment morts, vieux et libres, comme le veut la légende? Ou leur histoire s'est-elle terminée tragiquement, comme tant d'histoires d'esclaves fugitifs? La vérité s'est perdue quelque part entre la Louisiane et le Mexique, entre les documents brûlés et les témoignages contradictoires.
entre ce qui s'est vraiment passé et ce que les gens voulaient croire. Ce qui reste, c'est une question que personne ne peut vraiment résoudre. 2 enfants, l'un noir, l'un blanc, nés le même jour de la même mère, ont-ils vraiment existé? Ont-ils vraiment empoisonné leur tortionnaire? Ont-ils vraiment réussi à s'échapper et à vivre libres? Les documents officiels disent non. Les registres ont été effacés. Les témoins sont morts depuis longtemps. Officiellement, cette histoire n'est jamais arrivée. Mais dans les marges de l'histoire, dans les espaces que les livres d'école n'explorent jamais, dans les récits transmis de génération en génération par ceux qui n'ont jamais eu le privilège d'écrire leur propre histoire, Jacques et Baptiste vivent encore. 2 frères, 2 jumeaux, unis contre un monde qui voulait les séparer, les étudier, les détruire. La science de l'époque ne pouvait pas les expliquer, la société ne pouvait pas les accepter. Mais ensemble, ils ont trouvé leur propre explication, leur propre acceptation, et peut-être est-ce là la véritable histoire. Non pas celle de l'impossible gémellité, non pas celle du poison et de la vengeance, mais celle de 2 âmes liées par quelque chose de plus fort que la couleur de leur peau, de plus profond que le sang qui coulait dans leurs veines. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle troublé? Croyez-vous qu'elle ait vraiment eu lieu? Commentez vos théories ci-dessous, abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères enfouis de l'histoire, et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les récits qui remettent en question ce que nous pensions savoir du passé. Parce qu'au final, les histoires les plus terrifiantes ne sont pas celles des fantômes et des démons. Ce sont celles des êtres humains, de ce qu'ils sont capables de faire les uns aux autres, et de ce que les victimes sont parfois capables de faire pour survivre. Bonne nuit, et n'oubliez pas, l'histoire que nous connaissons n'est jamais l'histoire complète.